Au cœur de la Normandie des années 1850, là où les brumes de la Manche s'étiraient chaque matin comme des doigts glacés sur les haies de pommiers et les prairies détrempées, se trouvait un petit village oublié par le temps, formé de quelques fermes de pierre aux toits d'ardoise, d'un presbytère austère et d'une auberge où se mêlaient chaque soir les odeurs de cidre et de sueur. C'est dans ce décor que fit son apparition une nouvelle figure qui allait bouleverser les récits et les superstitions locales. Une femme venue de Bretagne que l'on appelait Catherine Lefèvre, bien que son vrai nom fût Catherine Le Guen. Fille d'un pêcheur de Morlaix, mariée par arrangement à un fermier normand qu'elle n'avait rencontré qu'une fois avant les noces, un certain Jean Lefèvre, réputé pour posséder des terres grasses, un troupeau de porcs vigoureux et un caractère rude mais stable. Or, la vérité, Catherine la découvrit dès son arrivée. La ferme, située à l'écart du bourg, au bout d'un chemin de terre qui se transformait en bourbier dès la première pluie, n'était qu'une exploitation appauvrie où les porcs faméliques s'entassaient dans des enclos branlants, où les dettes s'accumulaient comme des nuages noirs, et où le maître des lieux passait plus de temps à boire du calvados dans l'auberge de Falaise qu'à réparer les clôtures ou labourer les champs. Pour Catherine, élevée dans la rudesse bretonne mais nourrie d'un espoir de recommencer sa vie loin des privations de son enfance, ce fut un choc qui lui arracha d'abord des larmes silencieuses, puis un instinct de survie qui la poussa à retrousser ses manches, à se lever avant l'aube pour nourrir les bêtes, à raccommoder les murs de pierre sèche, à planter un potager derrière la maison afin d'assurer un minimum de subsistance. Et tandis qu'elle se brisait le dos au travail, Jean s'enfonçait chaque jour un peu plus dans l'oisiveté, revenant ivre, puant le vin et la sueur, jurant contre le sort et contre cette épouse trop jeune qui osait lui reprocher sa paresse. Les voisins, gens de peu mais attachés à leur terre, observaient de loin cette étrangère à la chevelure cuivrée qui marchait d'un pas décidé, qui maniait la fourche avec autant d'adresse qu'un homme et qui portait dans ses yeux clairs une résolution farouche. Et si certains admiraient sa force, d'autres chuchotaient qu'elle avait quelque chose de diabolique, qu'aucune femme ne devait ainsi se mêler des affaires de ferme, que sa manière de regarder les bêtes comme si elle les comprenait cachait une nature inquiétante. Pourtant Catherine, indifférente aux rumeurs, poursuivait son labeur, consciente que sans elle, la ferme s'écroulerait. Et peu à peu, les porcs reprirent du poids, leur grognement redevint plus vif, la terre donna quelques légumes. Et pendant que Jean engloutissait au jeu le peu d'argent qu'elle gagnait, elle enterrait un secret quelques pièces dans une boîte de fer sous les lattes pour préparer un avenir qu'elle pressentait fragile. L'hiver de 1852 fut d'une rigueur terrible, le vent balayait les plaines comme un couteau, la neige ensevelissait les toits, les bêtes mouraient par dizaines dans les hameaux alentours, mais à la ferme Lefèvre, grâce aux soins incessants de Catherine, le troupeau survécut mieux qu'ailleurs, et c'est alors que les jalousies s'exacerbèrent. Les femmes du village, croisées au marché, la saluaient d'un sourire forcé, puis murmuraient qu'elle devait user de pratiques obscures apprises dans sa Bretagne natale, car nul ne comprenait comment une jeune épouse pouvait seule maintenir une exploitation à flot, alors que tant d'hommes robustes pliaient sous la misère. Jean, lui, s'enfonçait dans ses mensonges, parlant parfois de projets grandioses, de vendre la ferme pour partir tenter fortune à Paris, où, disait-il, l'argent coulait comme le vin et où les femmes riches n'attendaient qu'un homme comme lui. Et Catherine, chaque fois qu'elle l'entendait, sentait dans son ventre se nouer une peur sourde, la peur d'être trahie, abandonnée sans ressources dans un pays qui n'était pas le sien. Car ici, en Normandie, elle n'était qu'une épouse sans droit, dépendante du nom et de la signature de son mari. Ainsi, tandis que les années passaient et que le nom de Catherine Lefèvre commençait à circuler dans les conversations à la fois avec respect et méfiance, se dessinait déjà l'ombre du drame, car derrière la façade de la ferme ranimée, derrière les rires forcés de Jean lorsqu'il revenait titubant de l'auberge, se cachait une fissure qui bientôt allait s'élargir en gouffre, et dans les nuits de tempête, alors qu'elle veillait seule auprès du feu en entendant les grognements impatients des porcs, Catherine pressentait que son destin, lié à cette terre humide et à ces bêtes voraces, la pousserait vers un choix que personne ne pourrait comprendre ni pardonner. Le printemps suivant ne fut pas une renaissance, mais une épreuve nouvelle, car si la terre se couvrait de pommiers en fleurs et que les marchés de Falaise s'animaient à nouveau, la ferme Lefèvre portait les stigmates de l'hiver, les clôtures brisées par le gel, les toits gonflés d'humidité, les dettes qui ne cessaient de s'accumuler sur le bureau du notaire, et c'était encore Catherine qui se levait avant l'aube, les mains rougies par le froid pour traire la vache, nourrir les porcs, ramasser le bois, tandis que Jean, son mari, dormait lourdement après ses soirées passées à boire et à parier avec les autres hommes du village. Au début, Catherine avait cru qu'avec la patience elle pourrait redresser son foyer, mais bientôt elle comprit que Jean ne changerait jamais, qu'il préférait le vacarme de la taverne au silence du labeur, et chaque fois qu'il rentrait tard, le regard trouble, la chemise tachée de vin,
Il n'apportait avec lui que la honte et la colère. Les voisins commençaient à éviter sa compagnie, car cette dette de jeu l'avait rendu indésirable, et plus d'un avait juré qu'on ne verrait plus une seule de ses pièces sur leur table de cartes. Dans ce vide laissé par le mari, Catherine s'imposa encore davantage, et l'on voyait son ombre au lever du soleil, tirant seule une charrue trop lourde, réparant les charpentes, négociant avec les bouchers de camp, qui, impressionnés par la qualité de ses porcs, acceptaient d'acheter malgré les rumeurs qui entouraient la ferme. Certains anciens disaient, en baissant la voix, que cette femme travaillait comme un homme parce qu'elle avait fait un pacte avec le diable, d'autres juraient qu'ils l'avaient vue parler à ses bêtes comme à des enfants, murmurant des mots en breton qu'eux ne comprenaient pas, et ces récits alimentaient une méfiance sourde, mais aussi une fascination, car même ceux qui la critiquaient admettaient qu'aucune autre ferme dans les alentours ne montrait une telle vigueur malgré la pauvreté. Jean, blessé dans son orgueil, supportait de moins en moins que l'on attribue les réussites à sa femme. Il la traitait de sorcière devant les voisins, l'accusait de lui voler son rôle de maître, et lorsqu'il se retrouvait seul dans la cuisine à la lueur d'une chandelle, il lui crachait au visage des mots plus durs que les coups, lui rappelant qu'elle n'était rien sans son nom, qu'il pouvait la jeter dehors à tout moment, qu'une femme n'avait aucun droit de propriété et que la loi se tiendrait toujours de son côté. Catherine, silencieuse, absorbait ces humiliations comme on encaisse les rafales de pluie, mais dans son fort intérieur montait une rancune glaciale, la conscience qu'elle bâtissait de ses mains un monde que Jean détruirait dès qu'il en aurait l'occasion. Un soir de juin, en fouillant ses affaires à la recherche de quelques pièces pour payer le meunier, elle découvrit au fond d'un coffret de bois une liasse de papier signée de la main de son mari, des lettres échangées avec un notaire de Paris, et en les lisant son cœur se serra, car elle comprit que Jean préparait la vente de la ferme, qu'il s'apprêtait à céder les terres et le bétail pour une somme rondelette, et surtout qu'il comptait disparaître ensuite, rejoindre une veuve rencontrée à la ville, une certaine Madame Durand, qui possédait un petit commerce et avec laquelle il rêvait de recommencer sa vie. Catherine lut et relut ces lignes, chaque mot résonnant comme une trahison, et lorsque Jean rentra ce soir-là, la laine chargée de cidre, il trouva sa femme figée près du feu, les papiers à la main, le regard fixe, comme si elle avait entrevu son destin. Il tenta d'abord de rire, de lui arracher les lettres, mais devant son silence obstiné, il s'entorta, cria qu'elle n'était qu'une bouche de plus à nourrir, qu'il ferait ce qu'il voudrait de sa propriété, et dans sa colère, il leva la main, comme il l'avait déjà fait par le passé. Mais cette fois, Catherine ne baissa pas les yeux. Elle soutint son regard, et ce fut Jean qui détourna le sien, troublé par cette force qu'il n'avait jamais osé affronter. À partir de ce jour, l'air de la ferme changea. Les repas se prirent dans un silence de plomb, les pas de Jean résonnaient dans la maison comme une menace. Et Catherine, tout en continuant son travail, sentait croître en elle une résolution sombre, celle de ne pas laisser cet homme ruiner ce qu'elle avait bâti de son sang et de sa sueur. Les porcs, eux, grossissaient à vue d'œil, et certains affirmaient qu'on les entendait grogner plus fort la nuit, comme s'ils pressentaient qu'un festin se préparait. Et les raves voisins qui passaient encore par le chemin disaient qu'un malaise les étreignait dès qu'ils approchaient de l'enclos, comme si les bêtes les observaient avec une intelligence étrange, reflet muet de la colère muette de leur maîtresse. Le printemps suivant ne fut pas une renaissance, mais une épreuve nouvelle, car si la terre se couvrait de pommiers en fleurs et que les marchés de falaises s'animaient à nouveau, la ferme Lefebvre portait les stigmates de l'hiver, les clôtures brisées par le gel, les toits gonflés d'humidité, les dettes qui ne cessaient de s'accumuler sur le bureau du notaire, et c'était encore Catherine qui se levait avant l'aube, les mains rougies par le froid, pour traire la vache, nourrir les porcs, ramasser le bois, tandis que Jean, son mari, dormait lourdement après ses soirées passées à boire et à parier avec les autres hommes du village. Au début, Catherine avait cru qu'avec la patience, elle pourrait redresser son foyer, mais bientôt elle comprit que Jean ne changerait jamais, qu'il préférait le vacarme de la taverne au silence du labeur, et chaque fois qu'il rentrait tard, le regard trouble, la chemise tachée de vin, il n'apportait avec lui que la honte et la colère. Les voisins commençaient à éviter sa compagnie, car ses dettes de jeu l'avaient rendu indésirable, et plus d'un avait juré qu'on ne verrait plus une seule de ses pièces sur leur table de cartes. Dans ce vide laissé par le mari, Catherine s'imposa encore davantage, et l'on voyait son ombre au lever du soleil, tirant seule une charrue trop lourde, réparant les charpentes, négociant avec les bouchers de camp qui, impressionnés par la qualité de ses porcs, acceptaient d'acheter malgré les rumeurs qui entouraient la ferme. Certains anciens disaient, en baissant la voix, que cette femme travaillait comme un homme parce qu'elle avait fait un pacte avec le diable. D'autres juraient qu'ils l'avaient vue parler à ses bêtes comme à des enfants, murmurant des mots en breton qu'eux ne comprenaient pas. Et ces récits alimentaient une méfiance sourde, mais aussi une fascination,
car même ceux qui la critiquaient admettaient qu'aucune autre ferme dans les alentours ne montrait une telle vigueur malgré la pauvreté. Jean, blessé dans son orgueil, supportait de moins en moins que l'on attribue les réussites à sa femme. Il la traitait de sorcière devant les voisins, l'accusait de lui voler son rôle de maître, et lorsqu'il se retrouvait seul dans la cuisine à la lueur d'une chandelle, il lui crachait au visage des mots plus durs que les coups, lui rappelant qu'elle n'était rien sans son nom, qu'il pouvait la jeter dehors à tout moment, qu'une femme n'avait aucun droit de propriété et que la loi se tiendrait toujours de son côté. Catherine, silencieuse, absorbait ces humiliations comme on encaisse les rafales de pluie, mais dans son fort intérieur montait une rancune glaciale. La conscience qu'elle bâtissait de ses mains un monde que Jean détruirait dès qu'il en aurait l'occasion. Un soir de juin, en fouillant ses affaires à la recherche de quelques pièces pour payer le meunier, elle découvrit au fond d'un coffret de bois une liasse de papier signée de la main de son mari, des lettres échangées avec un notaire de Paris, et en les lisant, son cœur se serra, car elle comprit que Jean préparait la vente de la ferme, qu'il s'apprêtait à céder les terres et le bétail pour une somme rondelette, et surtout qu'il comptait disparaître ensuite, rejoindre une veuve rencontrée à la ville, une certaine Madame Durand, qui possédait un petit commerce et avec laquelle il rêvait de recommencer sa vie. Catherine lut et relut ces lignes, chaque mot résonnant comme une trahison, et lorsque Jean rentra ce soir-là, la laine chargée de cidre, il trouva sa femme figée près du feu, les papiers à la main, le regard fixe, comme si elle avait entrevu son destin. Il tenta d'abord de rire, de lui arracher les lettres, mais devant son silence obstiné, il s'emporta, cria qu'elle n'était qu'une bouche de plus à nourrir, qu'il ferait ce qu'il voudrait de sa propriété, et dans sa colère, il leva la main, comme il l'avait déjà fait dans le passé. Mais cette fois, Catherine ne baissait pas les yeux. Elle soutint son regard, et ce fut Jean qui détourna le sien, troublé par cette force qu'il n'avait jamais osé affronter. À partir de ce jour, l'air de la ferme changea. Les repas se prirent dans un silence de plomb. Les pas de Jean résonnaient dans la maison comme une menace, et Catherine, tout en continuant son travail, sentait croître en elle une résolution sombre, celle de ne pas laisser cet homme ruiner ce qu'elle avait bâti de son sang et de sa sueur. Les porcs, eux, grossissaient à vue d'œil, et certains affirmaient qu'on les entendait grogner plus fort la nuit, comme s'ils pressentaient qu'un festin se préparait, et les rares voisins qui passaient encore par le chemin disaient qu'un malaise les étreignait dès qu'ils approchaient de l'enclos, comme si les bêtes les observaient avec une intelligence étrange, reflet muet de la colère muette de leur maîtresse. L'automne approchait, et avec lui la menace de la vente imminente de la ferme, chaque jour apportant à Catherine une angoisse plus lourde, chaque regard de Jean une provocation plus cruelle, et la maison, jadis refuge, n'était plus qu'un champ de bataille silencieux où deux volontés s'affrontaient sans répit. Au dehors, les porcs grossissaient, nourris par l'acharnement de Catherine qui, malgré la peur, continuait à les soigner avec une précision obsessionnelle, comme si la survie de ces bêtes représentait la sienne. Et le soir, lorsqu'elle leur portait les seaux de reste, elle murmurait en breton des phrases que même elle ne comprenait plus vraiment, cherchant dans ce langage ancestral un réconfort ou une force qui lui manquait, et dans leur grognement rauque, elle croyait percevoir une réponse, une sorte de promesse muette. Un matin de septembre, Jean rentra plus tôt que prévu. La laine saturait de calvados, et il jeta sur la table un papier qu'il exhiba comme une victoire. La date de la vente avait été fixée. Dans 2 semaines, Delaporte viendrait prendre possession de la ferme, et lui, Jean, partirait pour Paris le jour même, laissant derrière lui tout ce fatras de pierre et de boue, comme il disait. Et en entendant ces mots, Catherine sentit en elle une rupture, une cassure définitive, comme si l'air même de la pièce se chargeait d'électricité. Et elle répondit d'une voix étonnamment calme qu'il n'avait pas le droit, que cette terre était la sienne autant que la sienne, que ces bêtes c'étaient elles qui les avaient élevées. Mais Jean éclata de rire, un rire sec qui glaça son sang, et il l'accusa d'ingratitude, de sorcellerie, de trahison. Et soudain, dans un élan brutal, il la poussa contre le mur, ses mains serrant son bras avec une violence telle qu'elle sentit la douleur traverser son épaule. Alors tout se précipita. Dans sa main gauche, Catherine tenait encore la grande louche en bois avec laquelle elle avait nourri les porcs. Et dans un réflexe né de la peur autant que de la rage, elle la leva et frappa de toutes ses forces contre la tempe de son mari. Le bruit sourd résonna dans la cuisine comme le claquement d'une poutre qui cède. Jean chancela, ses yeux écarquillés plus de surprise que de douleur.
Il tenta de prononcer un mot, mais ce fut un gargouillis, et il s'effondra contre la table avant de s'écrouler sur le sol, le sang perlant de sa tempe pour se mêler à la poussière. Catherine, haletante, resta immobile un instant, la louche encore levée, ses oreilles bourdonnant du silence après le fracas, et puis, voyant Jean tenter faiblement de se redresser, elle comprit que le geste n'avait pas suffi, qu'il se relèverait, qu'il la tuerait, car elle connaissait désormais cette haine dans ses yeux, et, avant même d'avoir pensé, son bras s'abattit une deuxième fois, plus fort, derrière l'oreille. Et ce coup-là éteignit la lueur de vie dans ses yeux, le corps s'affaissa lourdement, et le silence qui suivit fut seulement troublé par le grognement lointain des porcs dans l'enclos, comme s'ils avaient senti la présence de la chair encore tiède. Catherine lâcha l'arme improvisée, ses mains tremblaient, son souffle était court, et elle comprit avec une clarté glaciale qu'elle venait de franchir un seuil dont il n'y avait pas de retour. Son mari gisait à ses pieds, inerte, et personne ne viendrait témoigner qu'il l'avait attaquée, que c'était de la légitime défense, car dans ce pays, la parole d'une femme ne valait rien contre celle d'un homme, même mort, et bientôt on l'accuserait, on la jugerait, on la condamnerait. Alors, une idée terrible germa en elle, une idée qu'elle repoussa d'abord avec effroi, mais qui revenait avec logique implacable. Les porcs, ces bêtes voraces qu'elle nourrissait depuis 3 ans, capables de réduire en quelques heures un seau d'os et de viscères, pouvaient faire disparaître toute trace. Ils pouvaient avoler jusqu'aux os, aux cheveux, aux dents. Il ne resterait rien, rien qu'un vide qu'elle pourrait remplir d'un mensonge. Dire que Jean était parti à Paris, que la fièvre de la capitale l'avait emporté loin d'elle. Ses jambes flageolantes la portèrent jusqu'à la porte. Elle regarda l'enclos. Les porcs agités grognaient, ses yeux brillaient d'une faim impatiente, et dans ce regard animal, Catherine lut une étrange reconnaissance, comme si les bêtes pressentaient le banquet qui les attendait. Elle revint dans la cuisine, saisit les poignets de son mari, et avec une force qu'elle ne soupçonnait pas, alimentée par la panique et la nécessité, elle commença à traîner le corps vers la porte, chaque pas lui coûtant un effort surhumain, chaque bruit de frottement sur les dalles lui résonnant dans la tête comme une cloche de malheur. Mais elle avançait car elle savait qu'elle n'avait pas le choix, que désormais sa survie dépendait de ce secret qu'elle devait confier à ses bêtes, et quand enfin elle atteignit l'enclos, quand elle poussa le corps à l'intérieur et que les porcs, excités, se ruèrent à cette masse encore tiède, Catherine détourna les yeux, mais elle resta là, figée, écoutant le vacarme, jusqu'à ce que tout ne reste plus qu'un silence ponctué de grognements repus, et dans ce silence, elle comprit que sa vie venait de basculer, qu'elle avait commis l'impensable et que jamais plus elle ne connaîtrait le repos. Les semaines qui suivirent furent pour Catherine un théâtre de mensonges, soigneusement répétés. Elle disait aux voisins que Jean était parti à Paris pour affaires, qu'il reviendrait peut-être avec de l'argent, ou qu'il lui écrirait bientôt. Et comme chacun savait que l'homme parlait depuis longtemps de quitter la Normandie, personne ne trouva d'abord l'explication étrange, d'autant que beaucoup se réjouissaient en secret de son absence, là de ses dettes, de ses insultes et de son ivrognerie. Pourtant, les jours passèrent, puis les mois. Et aucun courrier n'arriva. Aucune nouvelle ne filtra de la capitale. Alors, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains affirmaient l'avoir vu marcher vers Falaise avec un sac, d'autres juraient qu'il avait parlé de rejoindre une veuve riche, et d'autres encore prétendaient qu'il avait disparu sans laisser de traces. Et dans ces histoires contradictoires grandissait une inquiétude sourde, car le silence prolongé devenait suspect. Catherine, de son côté, redoubla d'efforts pour maintenir l'illusion. Elle gérait la ferme avec une efficacité redoutable, payait les dettes de son mari grâce à la vente de plusieurs porcs, entretenait des relations commerciales avec les bouchers de Caen et de Rouen, et chacun devait admettre que jamais la ferme Lefebvre n'avait été aussi prospère, ce qui, paradoxalement, renforçait les soupçons. Comment une femme seule pouvait-elle non seulement tenir debout, mais faire prospérer ce que son mari n'avait jamais su maintenir à flot, sinon par quelque secret inavouable? Les enfants du voisin Kellier racontaient qu'ils avaient entendu des bruits étranges la nuit, des cris de porcs mêlés à des sons qu'ils disaient humains comme des gémissements étouffés, et leurs parents les faisaient taire. Mais l'inquiétude s'installait, alimentée par le spectacle des animaux de Catherine, car jamais on n'avait vu en Normandie des porcs aussi énormes, aussi luisants, leur appétit insatiable faisant frémir ceux qui les approchaient. Et lorsqu'on demandait à Catherine quel était son secret, elle souriait d'un air froid et répondait qu'elle avait appris de son père en Bretagne des méthodes particulières, sans en dire davantage. Un jour, au marché de Falaise, un marchand de grains s'étonna publiquement qu'elle n'achète plus rien chez lui depuis des mois, alors que ses bêtes grossissaient comme jamais. Et cette remarque se répandit comme une traînée de poudre, nourrissant l'idée qu'elle cachait quelque chose. Et bientôt, ce fut un notaire de Caen,
Monsieur Delaporte lui-même, celui qui avait signé avec Jean la promesse de vente, qui arriva au village pour réclamer des explications. Il affirmait que Jean s'était engagé à céder la ferme, mais qu'au moment prévu, il avait disparu et que depuis il n'avait plus aucune nouvelle alors que l'acte était prêt. Et Catherine, impassible, lui montra une lettre fausse qu'elle avait rédigée de la main de son mari, affirmant qu'il avait changé d'avis et annulé la transaction. Et si l'écriture ressemblait assez à celle de Jean pour tromper un œil non averti, Delaporte, lui, resta sceptique et promit de revenir avec un avocat. Le curé du village, le père Morel, inquiet des rumeurs croissantes, décida lui aussi de rendre visite à Catherine. Il la trouva occupée à retourner son potager luxuriant malgré la sécheresse, et il nota l'absence totale de tristesse dans ses paroles lorsqu'elle parlait de Jean, comme si sa disparition était une délivrance. Et plus troublant encore, il observa la manière dont les porcs semblaient se rassembler près de la clôture pour la regarder, comme hypnotisés par sa voix, et cela lui glaça le sang. Le soir, au presbytère, il confia à ses ouailles qu'il craignait que la ferme Lefèvre ne cache un secret terrible, mais il n'avait aucune preuve, seulement des impressions, et les villageois partagés entre fascination et peur préféraient se taire, car accuser une femme sans certitude aurait pu se retourner contre eux. Cependant, l'affaire finit par attirer l'attention du maire puis de la gendarmerie de Falaise, car l'absence prolongée de Jean et les rumeurs persistantes devenaient une question d'ordre public, et un sergent fut envoyé interroger Catherine. Il la trouva calme, polie, offrant café et explications préparées, mais son regard vert, fixe, fit naître en lui une gêne qu'il ne sut expliquer, et lorsqu'il sortit de la maison, il jeta un coup d'œil à l'enclos, aperçut au milieu de la boue un objet métallique à demi enfoui qui ressemblait à une boucle de ceinture, mais il détourna vite les yeux, se disant que ce n'était sans doute rien, sans savoir qu'il venait de passer près de la seule preuve tangible du drame, et tandis qu'il s'éloignait, Catherine, depuis la fenêtre, observait chacun de ses gestes, consciente que son secret ne tiendrait plus indéfiniment et qu'un jour, bientôt, on viendrait fouiller plus loin que des mots. L'hiver s'abattit sur la Normandie comme un linceul de givre, et avec lui les soupçons atteignirent un point de non-retour, car plus personne ne croyait vraiment à l'histoire du départ de Jean vers Paris, et les murmures, d'abord discrets, s'étaient changés en chuchotements audibles au marché, en regards fuyants, en signes de croix tracés sur le passage de Catherine. Un soir de novembre, 2 gendarmes de Caen arrivèrent au village avec l'ordre de perquisitionner la ferme Lefèvre, accompagnés du notaire de la Porte, du maire et du curé Morel, et ce cortège solennel fit frissonner les habitants qui observaient de loin, tapis derrière les haies, le cœur battant, tandis que Catherine, droite sur le seuil, accueillait les autorités d'un ton calme, presque froid, offrant de les laisser fouiller chaque pièce, chaque recoin, comme si elle n'avait rien à cacher, et pourtant, au fond de son ventre, son sang se glaçait, car elle savait que le moindre indice pouvait la perdre. Les gendarmes fouillèrent la cuisine, la chambre, le grenier. Ils retournèrent les coffres, déplacèrent les dalles, mais ne trouvèrent rien d'autre qu'un foyer soigneusement entretenu et des outils de ferme en ordre impeccable. Puis ils sortirent vers l'enclos où les porcs, énormes, repus, se pressaient contre les barrières, leurs grognements couvrant presque les voix des hommes, et là, dans la boue, le sergent qui était déjà venu remarqua de nouveau l'objet métallique qu'il avait aperçu des semaines plus tôt, il le ramassa, le nettoya d'un revers de main, et tous reconnurent la boucle de ceinture de Jean Lefèvre, gravée de ses initiales. Alors le silence s'abattit, plus lourd que le froid, et Catherine, blême, tenta d'expliquer que Jean l'avait perdu bien avant son départ, mais personne ne sembla la croire. Dès le lendemain, elle fut arrêtée et conduite à Rouen pour y être jugée, et tout le village, d'abord sidéré, puis fébrile, se mit à raconter 1000 histoires, certains jurant qu'ils avaient vu Catherine traîner un corps la nuit, d'autres affirmant que ses porcs hurlaient comme des damnés, et d'autres encore disaient qu'ils avaient toujours su qu'elle finirait sur l'échafaud, car une femme qui travaille comme un homme ne pouvait être que maudite. Le procès s'ouvrit en janvier 1853 dans une salle glaciale, pleine à craquer de curieux venus de toute la région, avide d'entendre le récit d'une épouse meurtrière qui aurait nourri ses porcs du corps de son mari. Et les journaux de Rouen et de Paris relayèrent l'affaire, parlant de la sorcière de Normandie ou de la veuve aux porcs, transformant en mythe sordide une histoire que nul ne connaissait dans ses détails. Et le procureur, implacable, décrivit Catherine comme une manipulatrice, une empoisonneuse de l'esprit, une femme dévorée par l'ambition qui avait préféré tuer plutôt que de se soumettre, tandis que l'avocat commis d'office plaidait maladroitement la légitime défense, rappelant la brutalité de Jean, ses dettes, ses menaces. Mais il manquait de preuves, et chaque témoin qui se succédait, le curé Morel, le notaire de la Porte,
le sergent de gendarmerie, ajoutait à la suspicion, évoquant le silence, la froideur, l'étrangeté des porcs. Jusqu'à ce que le président du tribunal, excédé, demande si l'on avait retrouvé le corps, et devant la réponse négative, un murmure parcourut la salle, car sans cadavre, le crime restait une hypothèse. Mais alors le procureur fit venir un vétérinaire, qui, après avoir examiné les bêtes de Catherine, affirma qu'il n'avait jamais vu de porc d'une telle taille, qu'il semblait avoir été nourri d'une chair riche et abondante. Et cette déclaration, bien que dénuée de preuves formelles, frappa les esprits plus fort qu'un aveu. Catherine, dans le box, resta droite, le visage fermé, refusant de pleurer ou de supplier, et cette attitude, que certains admiraient en silence, fut interprétée comme l'arrogance d'une coupable par la majorité. Après 3 jours d'audience, le verdict tomba comme une lame. Coupable de meurtre, condamné à mort par la guillotine. Et malgré l'absence de cadavre, malgré les incohérences, la foule applaudit, avide de voir le sang de cette femme qu'elles avaient déjà transformée en monstre. Le matin de son exécution, sur la place de Rouen, une foule compacte se pressait, des colporteurs vendaient des pamphlets racontant sa vie inventée, des enfants grimpaient sur les toits pour apercevoir la machine rougeoyante dans la brume. Et lorsque Catherine fut menée, vêtue d'une simple robe noire, les chaînes aux poignets, son regard ne quitta pas l'horizon, comme si elle voyait au-delà de la foule, au-delà du bois de la guillotine, quelque chose que nul autre ne pouvait percevoir. Et au moment où la lame tomba, un silence saisit la place, suivi d'un rugissement de voix qui acclamait la justice. Mais dans ce tumulte, certains jurèrent avoir entendu, au loin, le grognement des porcs comme un écho venu de Normandie. Après sa mort, la ferme fut abandonnée, les bêtes abattues et le terrain vendu. Mais aucun acheteur n'y resta longtemps, tous se plaignant de bruits étranges la nuit, de silhouettes entrevues près de l'enclos. Et peu à peu la maison s'écroula, laissant place aux ronces et aux souvenirs. Et dans les villages voisins, on raconta pendant des générations l'histoire de Catherine Lefèvre, la femme qui avait osé défier son mari et la loi, qui avait nourri ses porcs de chair humaine, et dont le fantôme, disait-on, rôdait encore dans les brumes d'automne, murmurant en breton des paroles incompréhensibles, rappelant à chacun que la faim des bêtes et la colère des femmes sont des forces que nul ne devrait mépriser.